Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, la loi sur la stabulation du bétail bafoue les droits humains car activement mise en application. Par conséquent, elle ne donnera pas les résultats escomptés. Dans ce journal, vous suivrez l'analyse d'un des membres du collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, Kavi Bansigle. Un projet d'exterminer les opposants serait en cours de préparation en province Rumongue. Des réunions entre Imbonerakure et responsables du parti CNDD-FDD dans cette partie du sud du pays auraient même commencé pour fixer les règles et donner des injonctions. Dans son journal, nous allons également vous parler réfugiés où le HCR et l'EAC se sont engagés à assurer entre autres le renforcement de l'autosuffisance des réfugiés. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Ouvrons ce journal par cette page sécuritaire où d'autres corps sans vie ont été découverts tout près de la rivière Rusizi, à la 4e transversale de la colline Kagazi en commune Rugombo de la province Chibitoke. L'après-midi de ce lundi, nos sources à Rugombo indiquent que les victimes n'ont pas été identifiées et que les corps étaient en état de décomposition. La population estime que les 2 personnes ont été tuées ailleurs puis jetées à cet endroit. Les habitants de la localité disent être inquiétés par le phénomène de cadavres régulièrement découverts. Dans cette localité, les administratifs ont par après ordonné l'inhumation de ces 2 corps, sans toutefois faire des enquêtes. Et toujours en page sécuritaire, le mouvement Red Tabara condamne les attaques à la grenade qui ont secoué dernièrement la capitale politique, ainsi que la capitale économique du Burundi. Dans son communiqué sorti ce mardi, le mouvement Red Tabara dit que ces actes qu'il qualifie de barbares relèvent du mode opératoire utilisé par les agents du parti CNDD-FDD pour semer la terreur au sein de la population afin de l'empêcher de revendiquer ses droits élémentaires. Dans le même communiqué, le mouvement Red Tabara rappelle également à l'opinion tant nationale qu'internationale que c'est justement pour combattre ce terrorisme d'État qu'il est né. Et comme on parle du mouvement Red Tabara, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle, devrait suivre de près le dossier des 19 combattants de ce mouvement, récemment remis au gouvernement burundi. Selon le président du FOCODE, la CIRGL devait le faire pour avoir soutenu qu'il soit remis à un gouvernement connu pour ses actes de violation des droits humains. Et le fait qu'ils viennent de passer presque 2 mois en détention clandestine n'augure rien de bon. Suivez Pacifique Ninina Azui, président du FOCODE. Par expérience, nous savons que les situations de détention secrète au Burundi peuvent entraîner des cas de disparition forcée, mais aussi peuvent donner lieu à des cas de torture. La torture étant interdite par le Code pénal du Burundi et étant un crime selon le droit international, il est très important que les autorités burundaises rassurent qu'elles ne sont pas en train de torturer ces 19 combattants. Ce n'est pas normal que les autorités du Burundi continuent à détenir de manière clandestine 19 personnes sans donner aucune explication sur cette détention secrète. Ici, il est aussi important d'interpeller la CIRGR qui avait pris la responsabilité, c'est elle qui supervisait l'opération de remise des 19 combattants au Burundi. Ça pouvait être dangereux de remettre des personnes à un pays qui est connu pour sa violation grave de droits humains, donc de les remettre à un pays où les 19 combattants étaient dans le risque d'être torturés ou même d'être tués et de disparaître. Donc si cela arrivait, la responsabilité non seulement des autorités burundaises serait engagée, mais aussi la responsabilité de la CIRGR pourrait également être engagée. C'est donc très important que la CIRGR suive également de près cette situation.
En page droits de l'homme, l'infirmier Serge Savima du centre de santé Nyakaraye en commune Nyabihanga de la province Mwaro totalise près de 2 mois d'emprisonnement arbitraire. Accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, ses proches et collègues réfutent ces accusations et précisent qu'il serait plutôt victime d'avoir dénoncé le détournement des fonds par les responsables sanitaires en province Mwaro. Le point avec Onésime Dushimagidze. L'infirmière Serge Savima a été arrêtée par les agents du service national de renseignement en province de Mwaro le 27 juillet 2021, accusée d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. En plus de cette accusation, le procureur de la République en province de Mwaro a ajouté la dénonciation calomnieuse, et cela pour avoir écrit au gouverneur de la province de Mwaro pour lui demander une protection. Hormis ces accusations mensongères, selon les proches du détenu, son emprisonnement est aussi arbitraire. Il montre comment Serge Savima a passé tout un mois incarcéré au cachot du commissariat provincial en violation de la loi. Le 30 août, il a été transféré à la prison centrale de Mimba, mais il n'a pas encore comparu devant la justice. Ce qui inquiète de plus son détenu et ses proches, son dossier est toujours gardé au tribunal de grande instance de Mwaro. Il n'y a des obstacles à sa comparution. Les proches de l'infirmière Serge Savima demandent qu'il soit relâché, car il n'a pas commis d'infraction. L'infirmière Serge Savima est maltraitée depuis l'année 2018, après avoir dénoncé le détournement des fonds par les responsables sanitaires en province de Mwaro. Il s'est vu depuis refuser des avantages de service dont bénéficient ses collègues, notamment les primes et congés, alors qu'il en avait droit. Il a été également victime de plusieurs mutations disciplinaires sans motif valable. Avant d'être arrêté, Serge Savima avait écrit au gouverneur de la province de Mwaro pour lui demander une protection car il était sous menace des inconnus qui appelaient souvent pour l'intimider et lui dire de se préparer à la mort. Onésime Dushimagidze, je vous le disais en titre, une chasse à l'homme des opposants vient d'être minutieusement planifiée en commune Muhuta, zone Gitaza de la province Rumongue. Les directives ont été délivrées lors d'une réunion dirigée par le responsable communal du parti CNDD-FDD et le représentant des Zimbonila-Kouré. Pour le moment, les habitants de la place, en particulier les membres de l'opposition, sont très inquiets et craignent pour leur sécurité. Les détails avec Marie-Ange Ilakoze. Vendredi de la semaine dernière, le responsable du parti CNDD-FDD en commune de Muhuta a tenu une réunion avec son comité dans la zone Gitaza. Selon une source de la RPA, cette réunion avait comme point à l'ordre du jour le fait d'identifier tout opposant au parti au pouvoir. La réunion a eu lieu dans la zone de Gitaza. Était présent le responsable du CNDD-FDD dans la commune, Diomede Ndimurugoye, avec le responsable des Imbonerakure, Pascal Baranzira. Jeannette Ndaishimiye, responsable des femmes militantes du parti CNDD-FDD, son adjoint Aster Nzikibazanye, qui est DCA de la commune Muhuta, ainsi que leur secrétaire Joachim Zahoruri. Et cette réunion avait comme objectif de faire un recensement pour chercher tous les membres de l'opposition. Selon toujours notre source, ces responsables du CNDD-FDD ont ordonné à ces Imbonerakure de faire un recensement et ont promis une prime à tout Imbonerakure qui recensera le plus d'opposants possible. Ils ont ordonné aux Imbonerakure de passer sur toutes les collines pour faire un recensement. Ces Imbonerakure ont commencé à faire des listes colline par colline, regardant où habitent les Tutsis, les ex-FAB et les membres du CNL et tous leurs biens. Ces Imbonerakure vont remettre ces listes aux responsables du CNDD-FDD et celui qui aura bien fait ces listes sera récompensé. Les membres de l'opposition de la commune Muhuta sont inquiets pour leur sécurité. Ils demandent aux administratifs de tout faire pour mettre fin à cette chasse à l'homme avant que le pire ne se produise. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Domitil Nundwenimana, administrateur de la commune Muhuta, mais sans succès. Merci à toi Marie-Ange Ilakoze. En page politique, les Nations Unies devraient remettre le Burundi sur leur agenda compte tenu de la situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer, sans parler des assassinats qui s'intensifient. C'est en substance le point de vue du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire en sigle, dans une lettre qu'ils ont adressée ce lundi 20 septembre à Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Il a été également question de proroger d'une année le mandat de la commission d'enquête de l'ONU pour le Burundi. Suivez le professeur Libéran Machira Kandi. Il est le porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire. Depuis hier mardi, se tient à New York
l'Assemblée générale des Nations unies, la 76e Assemblée générale, et le président Évariste Ndayishimiye participent dans cette conférence. Cette Assemblée des Nations unies se tient au moment où la commission chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme au Burundi vient de sortir un rapport qui épingle le pouvoir en place parce que tout simplement rien n'a changé. On assiste pratiquement chaque jour aux disparitions forcées, aux emprisonnements arbitraires. La pandémie de la Covid-19 fait des ravages au Burundi alors que le pouvoir en place a commencé d'abord à nier l'existence de la pandémie. Aujourd'hui, le pouvoir reconnaît l'existence de la pandémie, mais refuse de vacciner la population burundaise. Premier demande au secrétaire général des Nations Unies de revoir la décision et de remettre le Burundi sur la liste des pays pour lesquels les Nations Unies suivent de près la situation sécuritaire et le respect des droits de l'homme. Nous demandons à ce que la commission d'enquête, sa mission soit reconduite pour une année et que cette commission, les membres de cette commission puissent se rendre au Burundi pour mener des enquêtes. Nous demandons au secrétaire général des Nations Unies de mettre en application, de faire le suivi. La recommandation du président du Conseil de sécurité, cette recommandation a été mise le 4 décembre 2020 et cette recommandation demandait justement au secrétaire général des Nations Unies, à l'Union africaine, à l'Union européenne et à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, à l'EAC, d'aider les Burundais à trouver une solution à la crise socio-politico-économique qui secoue le Burundi. Le gouvernement devrait d'abord donner aux éleveurs tout le nécessaire avant la mise en application de la loi sur la stabulation du bétail. Analyse faite par le collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi, CAVIB en sigle. Maître Emmanuel Ngengurutse, membre du CAVIB, fait savoir que la mise en application active de cette loi bafouerait les droits humains et ne donnera non plus les résultats escomptés. Suivis. En principe, la réforme du secteur apporterait plus de revenus et une amélioration des conditions d'existence des éleveurs, des membres de leur famille et des personnes vivant des revenus tirés des activités connexes à l'élevage. Mais d'aucuns le savent qu'une réforme est exigeante en termes de délai de mise en œuvre, de moyens, de ressources et plans stratégiques pour que les objectifs de la réforme soient atteints. C'est le cas pour ce dossier. L'analyse, en fait, révèle que la mise en vigueur au début du mois d'octobre prochain est inopportune, car aucune des mesures préalables d'accompagnement prévues à l'article 36 de la loi n'est encore mise en œuvre. Qu'en conséquence, la loi est inopposable aux éleveurs en l'état actuel des choses, car les obligations incombant à l'État au titre de la mise en œuvre de la loi sont à exécuter préalablement à l'exécution des obligations incombant aux éleveurs. Comment en effet enfermer les animaux dans les étables lorsque les éleveurs n'ont pas reçu de la part du gouvernement, comme c'est prévu dans la loi, des semences, des cultures fourragères, les crédits financiers, les appuis en intrants de l'élevage, l'existence des associations des éleveurs, etc., etc. L'analyse révèle aussi qu'une mise en application hâtive et non préparée produirait des résultats contraires à ceux projetés, notamment l'effondrement du secteur de l'élevage. Or, même traditionnel et extensif, ce secteur procure des ressources et moyens d'existence, en particulier l'exercice du droit à l'alimentation, dont l'on sait qui sert de support à l'exercice d'autres droits de l'homme, comme le droit à la santé, au logement, à la vie, bref, à la dignité humaine. Priver les gens de leurs ressources et moyens habituels d'existence, sans alternative équivalente ou meilleure, revient donc à leur priver de leur dignité. Le CAVIB demande au gouvernement de retarder la mise en application de cette loi sur la stabulation afin que cette activité soit bien préparée avec la contribution des partenaires pour le développement. Écoutez encore une fois Maître Emmanuel Ngengurutse, membre du CAVIB. Eu égard aux menaces sérieuses des droits des éleveurs, des membres de leur famille et des autres personnes vivant des revenus connexes à l'élevage, le CAVID a suggéré des recommandations aux des acteurs clés de la mise en œuvre de la réforme, à savoir le gouvernement, les éleveurs, ainsi qu'aux partenaires du développement du Burundi. À l'égard du gouvernement, CAVID recommande d'abord le report de la mise en application de la loi, en attendant que les mesures préalables d'accompagnement
prévues par la loi soient complètement mises en exécution. Sous ce rapport, un projet de raccordement en eau potable doit être également mis en œuvre pour appuyer les nouveaux modes d'élevage prescrits. Deuxième recommandation, l'État est invité à procéder à la sécurisation des droits fonciers coutumiers contre les appétits d'expropriation érigés en récupération de terres domaniales illégalement occupées. En milieu rural, comme on le sait, les éleveurs occupent des terres ancestrales sur lesquelles ils érigent des terroirs pâturables. Ils en possèdent par conséquent des droits ancestraux ou coutumiers sur leurs terres et ces droits sont à protéger, garantir et à sécuriser. Le CAVID déplore à cet égard des expropriations des terres et des dépossessions des animaux qui se manifestent ces derniers temps. Envers les éleveurs, on les conseille de créer et de gérer les associations professionnelles qui leur permettront de suivre le développement du secteur et de leur métier et ensuite de régler les litiges fonciers du voisinage rapidement et entre eux et les retirer des instances judiciaires où ils passent trop de temps, bloquant ainsi la valorisation des ressources financières. Enfin, envers les partenaires de développement du Burundi, le CAVIB recommande la mobilisation des ressources et expertises requises en vue de développer le secteur et le métier de l'élevage. Particulièrement, la FAO est invitée à prêter son assistance et son expertise pour développer les ressources et moyens d'accès aux droits à l'alimentation des éleveurs, conformément aux directives internationales et relatives et dont il a la supervision technique. Et puis en page gouvernance, l'on parle d'une amende de 500 000 et plus infligée à ceux qui ont retardé à démolir leurs constructions érigées sans respecter les normes de l'urbanisme. Néanmoins, certains habitants déplorent cette sanction qui épargne les maisons des ténors du parti CNDD-FDD. Ils regrettent en plus que parmi les gens taxés de cette amende figurent les habitants qui avaient eux-mêmes démoli leurs constructions anarchiques. Les détails avec Dani Claire, il a trouvé. Le nommé Raphaël Remizou du quartier Kinanila 3 dans la zone Moussaga est l'un parmi ceux qui a été infligé une amende pour avoir dépassé le délai limite de démolir les constructions anarchiques. Bien qu'il a démoli lui-même sa maison, il a été infligé une amende de 500 000 francs burundais. L'autre est l'ancien ministre de la Justice, Aimé Laurentine Kanyana de la zone Nyakabiga, qui a été frappé d'une amende d'1 million de francs burundais. Mais la population indique qu'il s'agit d'une injustice dans la mesure où le maire de la ville avait signifié que l'amende sera payée une fois que c'est l'administration qui passe à l'action de démolir les constructions en question. Témoigne cet habitat de Nyakabiga. Lors de sa réunion avec les chefs de zone, les chefs de quartier et les administrateurs, il a informé à tous ceux qui n'ont pas respecté le délai fixé par l'État que le gouvernement va engager des machines pour démolir ces maisons et que ce sont les propriétaires de ces maisons qui vont en payer les frais. Mais le plus étonnant est que les propriétaires de ces maisons sont en train de les démolir eux-mêmes avec une amende qu'on leur impose. En plus, le chef de zone visite ménage sur ménage pour intimider les propriétaires de ces maisons sur base d'amende à leur infliger entre 500 000 et 1 million. Autre plainte de la population est relative au favoritisme qui caractérise cette opération de démolition de ces maisons. L'exemple est celui de l'alimentation Vyukusenge, du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement, Gervais Ndirakobucha, qui n'a pas été concerné par la mesure, alors qu'elle est construite sans respecter les normes de l'urbanisme. L'alimentation Vyukusenge au quartier Nyakabiga 3 abrite à la fois une alimentation et une pharmacie à la 6e avenue. On a inventorié toutes les maisons qui ne respectent pas les normes sur cette avenue et ont été démolies sauf cette alimentation Vyukusenge, ce qui échappe aux habitants de Nyakabiga. Est-il parce qu'elle appartient au ministre? Nous demandons que ce favoritisme s'arrête et qu'on nous traite de façon équitable. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana.
Dani-Claire Ilatkoumva et son transition, passons à la page santé où le manque de certains médicaments prescrits aux porteurs de la Covid-19 qui s'observent souvent au sein des centres sanitaires publics en province Mngaro laisse beaucoup de questions chez certains habitants. Ils expliquent qu'ils ne comprennent pas ce qui cause cette pénurie dans ces centres sanitaires alors que dans des pharmacies privées appartenant aux médecins des 10 centres, ces médicaments sont disponibles mais à un prix exorbitant. Éloge Divin et Micha pour plus de détails. Au moment où il s'observe une recrudescence des cas testés positifs du coronavirus à l'hôpital de Kibumbu, qui est l'hôpital provincial d'Omngaro, certains habitants disent qu'ils s'observent souvent un manque de certains médicaments prescrits aux porteurs du coronavirus. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA révèlent que c'est le médicament azithromycine qui manque souvent. Suite au manque répétitif de ce médicament, les porteurs de la COVID-19 n'ont d'autre choix que de se rendre dans des pharmacies privées où il est disponible, racontent nos sources. Acheter l'azithromycine dans ces pharmacies privées qui appartiennent à certains membres du personnel soignant de l'hôpital de Kibumbu n'est pas chose facile car les prix y sont très élevés comme le souligne cette source. La carence de médicaments dure depuis un certain moment. On entend dire que l'hôpital a été réapprovisionné en médicaments, mais 2 jours après, ils disent aux malades d'aller se confiner chez eux, arguant que les stocks sont épuisés. Cette pénurie de certains médicaments avantage par conséquent une partie du personnel soignant de l'hôpital qui possède des pharmacies car ils les vendent à un prix très élevé. À titre illustratif, on peut parler de l'azithromycine qui est normalement gratuit dans les hôpitaux publics mais qui se vend à 11 000 dans les pharmacies privées. L'autre fait incompréhensible, souligne nos sources, concerne la disponibilité des médicaments à un coût exorbitant dans des pharmacies privées appartenant à certains membres du personnel soignant de l'hôpital Kibumbu alors qu'ils ne le sont pas à ce même hôpital. Le citoyen lambda ne comprend pas pourquoi ce médicament gratuit est le seul à manquer et, comme par coïncidence, le même médicament est disponible dans les pharmacies privées appartenant aux médecins restant dans ces hôpitaux et centres de santé publics, d'où les habitants pensent que ces médicaments seraient volés et acheminés dans ces pharmacies dont les propriétaires font partie du personnel soignant des dites maisons sanitaires. Certains habitants de la province Ngaro qui se soignent à l'hôpital de Kibumbu sollicitent l'intervention du ministère en charge de la santé pour qu'il les aide à obtenir facilement ces médicaments. Ils demandent aussi à ce qu'il y ait un renforcement des activités de sensibilisation sur les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus dans cette province. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le docteur Ezekiel Nzonsaba, médecin provincial d'Omngaro, ainsi que le ministre de la Santé, docteur Tadende Koumana, mais sans succès. Héros divin Rémiche, pénurie d'eau potable dans différentes zones de la ville de Bujumbura depuis plus d'1 mois. Inquiets, les habitants de ces localités demandent au gouvernement de tout faire pour résoudre ce problème avant qu'il n'attrape des maladies de main sale. Le point avec Eloge Cuisir. Les habitants de certaines zones de la commune Nahangwa, Amei de Bujumbura, affirment que depuis cet état, ils n'ont pas été approvisionnés en eau potable à titre illustratif. Dans la zone Kamenge, quartier Mirango 1, les habitants indiquent que la pénurie d'eau s'observe depuis 1 mois. Il n'y a pas d'eau. Même aujourd'hui, les gens sont en train de chercher l'eau, mais en vain. Cela fait 1 mois. Le manque d'eau est généralisé dans toute la zone Kamenge. L'eau n'est disponible que quelques fois seulement. Ce phénomène s'observe également dans le quartier Mirango 2 de la zone Kamenge. Les citoyens se lamentent. Il faut savoir qu'il y a 1 semaine que l'on ne court plus dans les robinets. Et s'il arrive que la régie des eaux les approvisionne, cela se fait à des heures avancées de la nuit. L'eau était disponible la semaine dernière. Depuis dimanche dernier, nous n'avons pas d'eau. Alors, les domestiques sont obligés d'aller puiser l'eau au quartier Gatunguru et vers la localité Karama. Et si la régie des eaux distribue l'eau, elle nous parvient pendant la nuit vers 2h, 1h ou 23h. C'est très rare que l'eau soit disponible pendant la journée. Et dans la zone Chibitoke, cela fait 3 jours qu'ils n'ont aucune goutte d'eau. Ainsi, les habitants craignent une éventuelle prolifération de maladies dans ces localités.
Nous, les habitants de Cibitoke, n'avons pas d'eau depuis avant-hier. À la première avenue de Cibitoke, les gens ont pu avoir de l'eau, mais en petite quantité. Mais le reste de la zone Cibitoke n'a pas été approvisionné. Alors, nous demandons qu'on nous donne l'eau, car la pénurie d'eau cause beaucoup de problèmes et de maladies. Vous voyez déjà qu'avec la pandémie de Covid-19, les gens ont besoin d'eau pour se laver les mains. Maintenant, nous sommes vraiment en difficulté. Les habitants de ces zones du nord de la ville de Bujumbura demandent avec insistance aux autorités du pays et à la régie des eaux d'étudier soigneusement le nez du problème et de résoudre une fois pour toutes afin qu'ils soient approvisionnés en eau potable comme les autres citoyens. Merci à toi, Eloge Kwizera. Et avant de clore ce journal, parlons réfugiés, où la communauté est-africaine et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se déclarent engagés à assurer le renforcement de l'autosuffisance des réfugiés et leur rapatriement digne. Dans une réunion virtuelle de ce 19 septembre, le secrétaire général de l'EAC et la directrice du bureau régional du HCR pour l'Est, la Corne de l'Afrique et la région des Grands Lacs se sentent convenus de passer à l'acte en mobilisant du soutien au sein des pays d'accueil des réfugiés. Le résumé de cet entretien avec Francine Mauro. Il faut une intervention urgente, une coordination et un soutien pour garantir une assistance et une vie décente aux réfugiés dans le bloc. Telle est la déclaration du secrétaire général de l'EAC, Dr Peter Matuki, lors d'une réunion virtuelle ce 19 septembre 2021 avec Madame Clémentine Nkweta Aoussalami, directrice du bureau d'IAC pour l'Est, la Corne de l'Afrique et la région des Grands Lacs. Dr Peter Matuki a tenu de souligner la nécessité de définir clairement le plan sur la répartition équitable des responsabilités dans l'hébergement des réfugiés dans la région. De sa part, Madame Clémentine Nkweta Aoussalami a réitéré l'engagement d'IRHCL à créer des solutions durables pour la crise des réfugiés dans la région. Elle a déclaré que les activités pour les réfugiés doivent être incluses dans les interventions et les plans d'action de la gestion du Covid-19 au niveau régional et national. Madame Clémentine Nkweta Aoussalami a également appelé à un partenariat plus étroit avec l'EAC afin de mobiliser le soutien aux pays d'accueil des réfugiés pour renforcer l'autofinancement et le rapatriement digne des réfugiés. Le projet de politique révisé devrait être présenté au Conseil sectoriel pour la sécurité pour approbation et au Conseil des ministres pour adoption dès la finalisation des consultations nationales. Il est prévu qu'il soit adopté lors d'un conseil qui siégera en novembre cette année. Merci aussi à toi, Francine Mahoro. Et c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au journal de la RPA de ce mercredi 22 septembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier l'équipe technique pour sa parfaite collaboration. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous.